Bonjour et bienvenue à notre atelier du mieux-être. Parlons-en. Nous passerons environ 50 minutes ensemble aujourd'hui. Tout au long, n'hésitez pas d'utiliser le fil de discussion pour poser des questions ou pour partager des commentaires. Si vous voulez parler, s'il vous plaît, levez la main virtuelle en utilisant l'option « Réaction » dans les options de Zoom en bas de l'écran. Donc, je vais commencer par me présenter. Mon nom est Mélanie Couturier. Je suis coordonnatrice de formation pour la FCO. Je suis fière de parler français aujourd'hui parce que j'ai eu la chance d'avoir des modèles francophones dans mon entourage. Je suis née dans un petit village acadien au Nouveau-Brunswick nommé Kedgewick. Et la francophonie là-bas est très présente. Je suis présentement située sur le territoire non cédé algonquin. Julie, je te laisse te présenter. Alors, bonjour, je me présente Julie Roberts. Je suis facilitatrice pédagogique pour la FCO. Je parle français parce que j'ai grandi dans un petit village francophone dans le nord de l'Ontario. Toute ma vie, mes parents m'ont transmis la langue française. Et je suis présentement sur le territoire de Kinmaching à Nichebec. Et je vous invite aujourd'hui de réfléchir au territoire où vous êtes situé présentement. Alors, on sait tous qu'il faut un village pour soutenir l'enfant dans son développement socio-affectif. Les adultes qui entourent l'enfant servent de modèle de résilience, d'autorégulation et de bien-être en général. Comment créer et maintenir de saines habitudes, de relations bienveillantes permettant de créer un environnement propice au développement de tout le monde? Lors de cet atelier, nous discuterons des stratégies et des habitudes qu'on peut adopter afin de créer un meilleur village possible pour nos enfants. Donc, cet après-midi, ensemble, on va explorer ce que c'est le concept du village à travers la théorie du système écologique du développement humain de Bronfenbrenner, que vous connaissez peut-être. Et comment est-ce que le système écologique de Bronfenbrenner s'applique à l'enfant et à la petite enfance? Bronfenbrenner croyait que le développement de l'enfant était affecté par tout son entourage. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le village. Sa théorie consiste en plusieurs niveaux d'influence environnementale. Le microsystème, le mésosystème, l'exosystème, le macrosystème et le chronosystème. Ça a l'air compliqué tout ça, mais ensemble, on va décomposer et on va essayer de l'illustrer. Vous aurez besoin d'un papier et de quelques crayons pour faire cet exercice avec nous. Donc, si vous voulez prendre quelques minutes pour aller chercher papier et crayon, on poursuivra dans quelques secondes. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander? C'est dessine une personne au centre de ta feuille. Tu peux te représenter toi-même ou tu peux représenter un enfant dans ton entourage. Ensuite, tu vas identifier 3 caractéristiques pour décrire la personne qui est au centre. Alors, on vous laisse quelques instants. On ne jugera pas vos talents en dessin, donc pas d'inquiétude par rapport au dessin que vous décidez de faire. On va poursuivre. Donc, au centre, il y a l'enfant ou la personne que vous avez choisi de représenter sur votre feuille de papier. Cette personne avec son caractère, son tempérament, son âge, sa santé, ses forces, ses intérêts, etc. Regardons maintenant ce qui se trouve très près de cette personne au centre. C'est ce que Bronfenbrenner a nommé le microsystème. La première couche du système, nommée le microsystème, c'est l'environnement immédiat de la personne au centre. Voici quelques exemples de ce qu'on peut retrouver dans un microsystème. La famille immédiate, l'école, le service à la petite enfance, les amis, les pairs, la communauté, les institutions religieuses, les soins médicaux, les croyances de la famille.
Pensez maintenant à la personne que vous avez dessinée au centre de votre feuille de papier. Quels sont les éléments qui sont présents dans leur microsystème? Alors maintenant, dessine un cercle autour de la personne au centre de ta feuille de papier. Et dans ce cercle, indique les éléments qui font partie du microsystème de cette personne. On vous laisse quelques instants. Regardons maintenant ce qui vient après le microsystème. Donc, la deuxième couche, le deuxième cercle, est nommé le mésosystème. Le mésosystème signifie les relations entre l'individu et le microsystème. Entre tous les éléments du microsystème, il existe des liens. Des liens entre la communauté et la famille. Des liens entre les pairs et la famille. Des liens entre les services de la petite enfance et la famille. Des liens entre la communauté et le service à la petite enfance. Ces liens ou ces relations sont représentés par des flèches dans cette image. Pensez maintenant aux relations et aux liens dans votre système écologique. Là, dessine un cercle plus grand autour du cercle du microsystème. Ensuite, dessine des flèches pour représenter chacun des liens qui font partie du mésosystème de la personne. Allons maintenant voir la troisième couche du système écologique. La troisième couche est nommée l'exosystème, ce qui signifie les relations qui existent entre d'autres environnements. Ces environnements n'incluent peut-être pas l'enfant directement ou la personne située au centre directement, mais l'affectent indirectement. Par exemple, on pourrait penser à l'emploi des parents, les voisins, la famille, les amis de la famille, les ressources disponibles dans la communauté, la famille élargie, les médias, les politiques gouvernementales, les services sociaux et le système scolaire, par exemple. Prenons par exemple un enfant au centre d'un écosystème où la famille élargie habite très loin, donc physiquement séparée de l'enfant. Les parents se sentent souvent seuls et n'ont pas beaucoup de soutien familial à cause de la distance. De plus, ils ne retrouvent pas facilement de programmes ou de services pour les appuyer dans leur rôle en français dans leur communauté. Ce qui crée un stress chez la famille et ce stress est ressenti par l'enfant et peut donc affecter son développement. Donc, on peut voir qu'il y a des liens entre l'exosystème et la personne au centre. Pensez maintenant à l'écosystème de la personne au centre de votre feuille de papier. Quels sont les éléments qui pourraient se retrouver dans ce système? Alors, dessine un troisième cercle autour du cercle du mésosystème. Et dans ce cercle, écris les éléments qui se retrouvent dans l'exosystème de la personne au centre. On arrive maintenant à la quatrième et la dernière couche de notre système écologique. Donc, la quatrième couche se nomme le macrosystème. C'est le cercle le plus grand et le plus loin de la personne au centre. Elle comprend la culture, la société et ses coutumes, les lois, l'économie, toutes les attitudes et les idéologies de la société d'aujourd'hui. Le fait que le macrosystème soit le plus éloigné ne veut pas dire qu'il n'affecte pas le développement et le bien-être de la personne au centre. Au contraire, il existe une incidence directe sur l'exosystème et vice-versa. L'exosystème affecte aussi le mésosystème et vice-versa. Et cet effet se répercute sur le développement de la personne qui est située au centre. Réfléchissons maintenant à notre macrosystème. Alors, dessine un quatrième et dernier cercle autour du cercle de l'exosystème. Écris les éléments se retrouvant dans le macrosystème et ajoute des flèches pour représenter l'interaction entre les éléments.
Notre système écologique prend forme, il est presque complet. Il nous reste un dernier élément à ajouter. On va regarder maintenant le chronosystème. Le chronosystème comprend les événements significatifs de la vie d'une personne dans un contexte socio-historique. Par exemple, un divorce, un déménagement, un événement historique marquant tel qu'une pandémie. Comparons les effets sur le développement de l'enfant dans différents scénarios. Prenons par exemple un enfant dont les parents divorcent quand l'enfant est âgé de 1 an. Quelle serait la différence pour cet enfant si les parents divorcent lorsqu'il est âgé de 10 ans? Maintenant, considérons l'expérience de ce même enfant, mais en 1950. Effectivement, que le chronosystème influence le bien-être de l'enfant au centre. Réfléchissons à l'expérience scolaire francophone d'un enfant canadien en 1921 et que serait l'expérience de l'enfant en 2022. Évidemment, la pandémie qui perdure est un influenceur sur notre chronosystème à tous aujourd'hui. Quels sont les autres facteurs de votre chronosystème? Allons maintenant les ajouter sur votre feuille de papier. Alors, trace une flèche à travers ton dessin, de gauche à droite, et identifie les événements qui font partie du chronosystème de la personne au centre. Et voilà, juste comme ça, vous venez de créer un modèle écologique qui nous donne une vision de la réalité de l'environnement qui influence la personne que vous avez dessinée au centre. Maintenant, nous avons une vue d'ensemble de l'influence de l'environnement sur le mieux-être. Nous pouvons débuter la réflexion face à c'est quoi notre rôle dans ce système pour appuyer les enfants qui nous entourent. Pour poursuivre nos réflexions aujourd'hui, nous allons vous présenter cette courte capsule des jasettes pédagogiques. Les petites jasettes pédagogiques, ce sont une série d'entrevues qui sont animées par Mélanie McDonald, facilitatrice pédagogique pour la FCO. Les entrevues portent sur divers sujets au sujet de la santé mentale et du bien-être. Par exemple, on y traite de l'information au sujet des relations bienveillantes, la résilience, la construction identitaire, l'attachement. En plus de parler de santé mentale et de bien-être, on fait aussi des liens avec les concepts pédagogiques en petite enfance. La semaine dernière, Mélanie a animé une jasette avec une équipe multidisciplinaire pour parler de l'environnement et du rôle des services communautaires en lien avec le modèle écologique de Bronfenbrenner que vous venez d'explorer aujourd'hui. Allons tout d'abord faire leur connaissance. Bonjour, bienvenue aux petites jasettes pédagogiques. Donc, bonjour, bienvenue tout le monde à notre table ronde aujourd'hui sur la santé mentale et le thème aujourd'hui, c'est « Ça prend un village ». Ça prend un village pour appuyer l'enfant dans son développement socio-affectif et toute l'histoire de développement. Donc, j'ai 3 belles dames à l'écran avec moi aujourd'hui avec des parcours professionnels et personnels d'un peu partout. Donc, je laisse se présenter brièvement avant qu'on débute. Je me nomme Val Larivière, je suis une travailleuse sociale inscrite dans la ville de Sudbury. Excellent. Donc, notre travailleuse sociale, c'est ça, hein? Tu as un bac en travail social? Non, j'ai une maîtrise en travail social. Maîtrise en travail social. Excellent. Merci, Val, d'être là aujourd'hui. Bonjour, je me nomme Jessica, puis je coordonne un programme de ressources pour les services de garde au travers du Nord. Bonjour tout le monde, donc Angèle Guler et je suis EPEI dans un centre On y va et aussi j'appuie la pédagogie dans les centres. Partons le bac. Alors, maintenant, on va aller voir
qu'est-ce que c'est notre rôle dans ce système écologique-là pour qu'on puisse mieux appuyer les enfants. Allons écouter les perspectives de Mélanie, Angèle, Val et Jessica. Partons le bal. Quand tu vois le système écologique, comme que je viens de te le montrer, c'est quoi notre rôle? Comme travailleur social, comme EPEI, comme agence communautaire, c'est quoi notre rôle? Dans le sens que j'ai pas un impact direct avec l'enfant, mais j'ai un impact avec l'éducateur ou l'éducatrice. Puis qu'est-ce qui est plaisant dans ce sens-là, c'est qu'on réfléchit tout ensemble sur c'est quoi nos façons d'approche avec l'enfant. Est-ce qu'on pourrait adapter nos façons d'approche pour aider l'enfant pour atteindre son plein potentiel, pour aider l'enfant pour avoir un sentiment d'appartenance, d'avoir la liberté de s'exprimer la façon dont il veut. C'est vraiment plaisant parce que c'est là où on prend vraiment un recul en arrière puis on réfléchit vraiment à toutes nos façons de faire. Puis des fois, c'est comme, oh, tu sais quoi, j'ai jamais pris le temps de penser à ça. Puis, OK, il y a peut-être des choses que je pourrais changer, comme en tant qu'éducateur. OK, je dois apprendre les couleurs, je dois apprendre à compter, tout ça, mais c'est plus que ça. C'est tellement plus que ça. C'est vraiment de trouver aussi ta façon, qui t'es en tant qu'enfant, qui t'es. C'est qui ta petite personne à toi? C'est quoi ta façon à toi de t'exprimer pour te sentir bien dans toi? Là? Je pense que notre rôle, c'est d'être la voix pour l'enfant. Parce que ce qui arrive, c'est surtout dans mon expérience, moi, je suis directement impliquée avec l'enfant et sa famille. Mais souvent, les adultes, malheureusement, on est dans nos propres places. Il n'y a pas l'intention n'est pas mal, mais on oublie que les enfants aussi ont des sentiments. Les enfants aussi ont des pensées. Ils ont des façons de vivre, des opinions. Mais on ne leur donne pas la place, souvent, à exprimer ces opinions-là, surtout peut-être dans les écoles. C'est là où je le vois le plus souvent. Là. Puis dans le rôle dans la famille, right? C'est un enfant. Qu'est-ce qu'il sait, lui? Il a 8 ans. Donc, souvent, notre rôle, le mien, je peux dire, c'est d'être comme le pont entre l'enfant et la famille pour les aider à comprendre pourquoi il agit, comment il agit, que le comportement, c'est une communication d'émotions. Ils essaient de nous parler à travers leur comportement. Au lieu de punir le comportement, on peut écouter, avoir, comprendre. Dans le monde de la petite enfance, on parle souvent de l'image de l'enfant. Okay. D'aller explorer, c'est quoi ton image de l'enfant? Comment est-ce que tu vois l'enfant? Est-ce que tu le vois comme quelqu'un, comme que tu dis, qui a des pensées, des émotions, qui leur appartient? Ou est-ce qu'on pense que c'est à nous, que c'est un vaisseau vide, puis c'est à nous de tout transvider nos connaissances dedans? Ça fait qu'on parle souvent de voir l'enfant comme compétent et capable. Compétent et capable d'explorer leurs émotions, compétent et capable de trouver des stratégies, des solutions, compétent et capable de s'exprimer, que des fois, s'exprimer, c'est pas verbal. La plupart du temps, ce n'est pas verbal. Et c'est ça, souvent, on s'attend que c'est juste verbal. Mais comme l'enfant qui va dire « Bonjour, ça va pas tellement bien aujourd'hui parce que ma maman m'a crié après 3 fois, puis j'ai fait plein de messes, puis là, je suis toute stressée. » Non, ça n'existe pas. Tu vas voir l'enfant qui va peut-être rester silencieux, tu vas peut-être voir l'enfant qui va frapper, tu vas peut-être voir l'enfant qui pleure, mais chacune des actions est un message. Puis nous autres, notre job, c'est de déchiffrer ce message-là, puis essayer de comprendre, puis de remplir ces besoins-là. Non seulement de déchiffrer le message, mais comment je peux aider l'enfant émotionnel là-dedans. Là. Présentement, je pense que parfois les parents sont à la recherche, en fait, des outils concrets qui peuvent les appuyer. Donc, c'est là un peu où est-ce qu'un centre Oniva peut venir en aide pour vraiment aider les familles selon leurs besoins actuels. Donc, parfois, c'est du soutien 1 à 1, parfois, c'est plutôt du soutien social en groupe, en petits groupes, puis c'est vraiment une place où tu peux venir parler de tes choses personnelles, puis pouvoir bâtir des relations avec d'autres familles autour de toi. Donc, pour te sentir comme tu fais partie, comme
tu n'es pas seule dans tout ça? Quelque chose qui, qui ressort là-dedans, pour moi, Mélanie, c'est être la voix de l'enfant. Ça m'a touchée parce que ça me fait penser à mon rôle auprès du bien-être des enfants, où ce que je dois être consciente puis observer les signes que les enfants me donnent. Je dois être à l'écoute. Je dois être alerte aussi aux changements qui se présentent chez l'enfant. La communication aussi, ça joue un rôle important. Questionner, échanger avec mes collègues, avec la famille, avec l'enfant même, pour savoir des choses que j'ai remarquées, mettre un sens à ça, aller voir, aller creuser plus creux, pouvoir mieux accompagner l'enfant aussi, c'est peut-être jouer avec lui. Lors du jeu, souvent, je peux peut-être remarquer des choses ou peut-être des petites phrases que l'enfant va dire. Surtout ce qu'on fait des jeux de rôle ou ce qu'on lit des histoires, souvent les enfants vont être plus sujets à nous partager des choses personnelles qui se passent dans leur petite vie, puis que j'aurais peut-être pas vu ou remarqué si j'étais plus au loin. Alors, ça me fait vraiment réfléchir à l'importance de mon rôle, puis aux messages qui sont transmis, puis comment que moi, je peux mieux appuyer les enfants. Ça me fait penser aussi à l'importance, dès le jeune âge, de remarquer les drapeaux jaunes pour les enfants, puis vraiment les adresser, puis aller aider et offrir de l'aide aux familles pour bien les outiller, pour pouvoir appuyer l'enfant pour son bien-être. C'est tous des bons points, Julie. Je me demande maintenant comment est-ce qu'on peut continuer d'appuyer l'enfant dans tout ça. Donc, allons écouter maintenant quelques stratégies qui proviennent des petites jasettes pédagogiques et de l'équipe. Change sur enlever notre chapeau de professionnel pour une minute, mettons l'autre côté comme parent. Comment est-ce que vous appuyez tout de suite, en vrai temps et lieu, vos enfants dans leur bien-être? Pour moi, c'est la relation. Prendre le temps de l'écouter. Surtout le connaître assez pour savoir que s'il résiste ou il refuse ou il défie, il est après me dire quelque chose d'autre. Il y a toujours quelque chose à l'arrière de ça. Avec la relation, que je vais être capable d'être plus efficace que des conséquences ou bien des choses qui vont juste arrêter le comportement comme. Donc, reconnaître les moments qui ont besoin d'amour et de relation versus une discipline. Oui. C'est un ballon, hein, comme un ballon, comme l'amour et les limites. Tu veux être au milieu. Ça me fait penser au langage d'amour. Tu sais, des fois, en tant que parent, on dit ils ont tout ce qu'ils ont besoin, j'y achète tout ce qu'ils veulent, tu sais, comme je fais tout pour eux autres. Mais comme on prend-tu vraiment le recul pour remarquer, tu sais, c'est quoi le langage d'amour de mon enfant? Tu sais, il y en a, c'est justement se faire flatter le dos avant d'aller se coucher, d'être à l'écoute pour parler. Tu sais, c'est vraiment différents langages d'amour. Puis comme pour remarquer ça, ben, c'est vraiment de prendre le temps d'observer son enfant puis de voir de quelle façon il nous communique. C'est quoi qu'il demande de nous, puis il ne demandera pas tout le temps verbalement, mais souvent, c'est des petits gestes physiques qu'il faut remarquer, qu'il fait, puis qu'il recherche de nous. Puis je pense que c'est comme ça, de mon côté, que je peux créer un impact auprès de mon enfant. Là. Même dans les temps qui sont moins bien, on agit de modèle de comment gérer le moins bien. Comme ça avec tout. Si je veux que mon enfant utilise des stratégies d'autorégulation, moi aussi, je dois les utiliser. Si je veux que mon enfant soit résilient, moi aussi, je dois être résiliente. Ça ne veut pas dire être parfaite et joyeuse en tout temps. Ça veut dire démontrer quand la journée est moins bien, quand ça va moins bien, comment je sors de cette journée qui va moins bien. Comment est-ce que je m'adapte lorsque, tu sais, j'ai une chicane avec quelqu'un, c'est pas grave. C'est pas voir la chicane qui est le problème. C'est ne pas voir la résolution.
soucie beaucoup à la façon qu'on vit vraiment dans une société où les choses sont très conditionnées, puis très stimulantes. C'est toujours, il faut toujours go, go, go. On est toujours, on dirait, préoccupé par d'autres choses. Fait que moi, je mets beaucoup l'importance sur le fait que être présent avec nos enfants, vraiment comme prendre le temps de juste s'asseoir avec eux, les écouter, rentrer en discussion, jouer avec eux. Je trouve que c'est des petits moments précieux qui ont un grand impact. Le jeu, c'est leur travail, c'est la façon qu'ils démontrent leurs intérêts, c'est la façon qu'ils démontrent leurs connaissances, etc. Ça fait que si on manque ces opportunités-là d'être assis à côté des autres, puis de jouer avec eux autres, puis d'entendre ce qui se passe dans leur petite tête, on ne saura jamais. C'est important, comme tu dis, de prendre ce moment-là, de s'intégrer dans le jeu, parce que pour cet enfant-là, ça, c'est son travail. Puis on les valorise en leur montrant, regarde, moi aussi, je suis intéressée dans ce que tu es intéressé. Puis quand je démontre que je suis intéressée dans la même chose que toi, l'enfant se sent important. Il y a beaucoup de bons points, de bonnes stratégies qui ont été nommées ici pendant ce petit bout de jasette. Moi, ce qui me parle le plus, c'est la phrase clé, prendre le temps. Prendre le temps, on dirait qu'on l'entend souvent, on le dit souvent, mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on l'applique dans notre quotidien? Ça me ramène un petit peu à mon rôle de parent, puis comment souvent on est occupé à la tâche au lieu de prendre le temps. De prendre le temps de vraiment nommer ce qui se passe, les bons coups, puis d'apprécier le positif. Je pense par exemple à quand je suis occupée en train de faire un repas, que les enfants sont à la tâche, ils sont occupés eux-mêmes en train de jouer, et puis je ne vais pas les voir parce que je suis occupée. Puis, mais disons que la chicane part, c'est sûr que je vais me déplacer puis je vais aller les voir sans hésiter. Donc, ça, c'est comme ça donne le message, dans le fond, que pour avoir mon attention, c'est de l'attention négative. Mais quand on prend conscience de ça et qu'on commence à remarquer et à nommer les moments positifs, on transforme ces moments d'attention-là puis le temps-là en facteur positif. Ça l'aide beaucoup. Ça l'aide avec le bien-être de mes enfants, mais aussi avec mon propre bien-être. Puis, dans le fond, dans notre rôle comme professionnel auprès des enfants, c'est aussi le même concept. À quoi est-ce qu'on porte attention dans notre quotidien? Est-ce qu'on remarque les petits moments positifs au quotidien ou est-ce qu'on remarque les moments négatifs? Donc ça, c'est vraiment un cercle vicieux. Il faut être attentif à ça. Donc, pour appuyer l'enfant, malgré les défis, je crois vraiment qu'il faut prendre le temps. Puis, ça me fait penser aussi, Mélanie, qu'est-ce qui arriverait pour prendre le temps si on mettrait de côté nos horloges dans la journée, puis laisser peut-être notre horloge innée ou l'horloge innée des enfants nous parler. Je suis certaine que les enfants vont être capables de nous dire quand c'est temps de se coucher, quand c'est temps de manger, au lieu de rester pris avec l'horloge, puis il est telle heure, puis je dois faire telle chose. Juste suivre la journée, le déroulement, puis voir comment que ça va aller. Sans d'horloge. Alors, ça me fait juste penser à ça. C'est un facteur de stress, hein, le temps. Ça ajoute Oui. du stress dans notre journée. Oui. Maintenant, la pandémie, ça a vraiment réduit l'ampleur de notre village. Nos connexions avec les gens, avec les familles, avec les enfants, ça a eu un impact. Alors, c'est pas facile pour nous, c'est pas facile pour nos familles, c'est pas facile pour les enfants non plus. Alors, comment est-ce qu'on peut appuyer le bien-être des enfants qui nous entourent dans un temps de pandémie comme ça, puis où est-ce que nos relations sont affectées? Alors, on va ça, Angèle et Mélanie nous présentent. Dernière question, on a parlé du modèle écologique au début. Puis ça, c'est, le modèle écologique qu'on a vu était complet. Et là, ça fait 2 ans qu'on vit en pandémie. Plein des parties de ce système-là sont disparues, sont diminuées, sont plus présents.
il manque partie du village. Comment continuer à appuyer quand il manque partie du système? La routine, suivre quand même une routine, avoir une structure dans la journée, parce que la prévisibilité leur fait sentir comme qu'il y a une sécurité, parce qu'on peut les sécuriser, surtout avec le niveau d'anxiété que moi je vois de plus en plus. Sont plus petits. Les demandes, c'est pour des plus petits avec de l'anxiété grosse comme ça. Répondre aux questions qu'ils ont, mais avec de l'information qui n'est pas comme trop gros. Des stratégies qui aident beaucoup avec ça, c'est de re-questionner. Mais qu'est-ce que toi, tu penses? Puis là, ça me donne une marque de où il est rendu dans sa pensée. Ça me donne une marque de qu'est-ce que tu connais déjà, où est-ce que tu es rendu dans ta pensée. Puis là, je peux partir de là. Je ne te donne pas au-delà de tes capacités, mais je suis en train de voir, tu es rendu où? Je peux alimenter ça sans aller plus haut, plus gros de qu'est-ce que l'enfant est prêt à recevoir. Je pense qu'aussi, tu sais, comme pour les familles qui recherchent, tu sais, les centres Oniva sont ouverts, on offre beaucoup de choses, des activités virtuellement. Il y a certains centres qui sont présentement ouverts au public aussi, par petits groupes. Donc, tu sais, c'est vraiment d'aller explorer s'il y a encore des choses qui sont... Puis c'est souvent à l'extérieur. Fait que, tu sais, passer du temps à l'extérieur, ça a tellement de bienfaits sur les enfants et même sur nous-mêmes. Donc, parfois, il faut penser hors de la boîte, mais il y a encore des choses qui sont là, mais c'est vraiment d'aller s'alimenter sur des choses positives. Puis aller chercher ce qui est dans notre contrôle. Ça fait que si je regarde ce modèle écologique-là, il y a certaines choses qui ne sont juste pas dans mon contrôle. Il y a des choses qui sont à l'extérieur de mon contrôle, en tout temps. Donc, pas miser sur ces choses-là, mais plutôt me voir où est-ce que je me place dans ce système écologique-là, c'est quoi mon rôle, puis comment est-ce que je peux faire mon rôle et les choses que je peux contrôler, les faire de la meilleure façon possible et m'investir au 100%, parce que dans le fond, c'est la seule chose qu'on peut contrôler, c'est comment nous, on vient en aide à ce système et à cette communauté, à ce village-là qui entoure l'enfant. Ouf, c'est facile à dire, mais c'est pas si facile à faire. Mais je suis d'accord, je pense qu'il est vraiment temps qu'il faut qu'on reconstruise notre village pour mieux appuyer les enfants dans nos entourages. Donc, ça commence avec des petits gestes dans notre quotidien. Il faut penser à trouver des solutions. Quels outils qu'on a qui sont disponibles, puis comment on peut les explorer davantage pour vraiment les mettre en pratique. Moi, ça me fait penser, pendant la pandémie, le secteur de la petite enfance a été tellement innovateur, puis je pense qu'il est temps qu'on continue dans notre innovation, puis vraiment penser en dehors de la boîte, comment on peut utiliser ce qu'on a de disponible pour nous comme outil de communication pour rejoindre nos familles, pour rejoindre les enfants, nos collègues aussi, tu sais, je sais comme nos rencontres d'équipe, c'est tout fait virtuel, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de rebâtir ces connexions-là puis ces relations-là? Ça me fait penser aussi à notre communauté. Est-ce qu'on est à l'affût de ce qui se passe dans notre communauté? Est-ce qu'on est à l'affût des événements qui se passent? Puis comment on peut utiliser ça pour créer ces connexions-là, puis solidifier nos relations avec les familles, avec notre communauté aussi, bâtir nos relations avec les gens dans notre communauté, puis participer aux événements qui sont virtuels avec nos familles, faire des suivis. Donc, ça me fait penser à tout ça. Alors, maintenant, j'aimerais que vous preniez quelques instants pour réfléchir là-dessus, puis prendre en note, ou vous pouvez partager aussi. On vous encourage à partager dans la boîte de discussion avec nous autres. Prendre en note vraiment 3 actions que vous pourriez faire pour appuyer le bien-être des enfants dès demain. Alors, gênez-vous pas, partagez dans la boîte de discussion, inscrivez-le sur votre feuille de papier avec votre système écologique. Prenez 3 actions que vous pouvez faire pour appuyer le bien-être des enfants dès demain.
Je peux partager une de mes actions, peut-être? Moi, je dirais jouer plus, prendre le temps de jouer. Donc, même quand la vie est trop occupée, même quand il y a trop de choses à faire, comme prendre le temps pour jouer. Ça serait mon action. Moi, je dirais, une des actions que je pourrais faire, c'est miser mes priorités. C'est un petit peu en lien avec toi, Mélanie, mais qu'est-ce qui est important? Prendre le temps puis vraiment vivre le moment avec les enfants, avec mes propres enfants, puis avec les enfants avec lesquels je travaille, ou faire mon ménage. Qu'est-ce qui est priorité? Je pense à ça, mes enfants vont vieillir, ils n'auront plus de besoin, je vais avoir masse de temps pour nettoyer. Alors, peut-être, mon action, ça va être vivre le moment, puis vraiment profiter du temps que j'ai avec eux autres. C'est une bonne action. Puisqu'il faut tout un village pour soutenir l'enfant dans son développement, n'oubliez pas que vous aussi, vous faites partie de ce système de soutien-là. Peu importe que vous soyez très près de l'enfant ou un petit peu plus éloigné dans son système écologique, votre rôle est essentiel pour assurer son bien-être. Il est important de bien prendre soin de vous aussi pour pouvoir bien appuyer l'enfant. Donc, n'oubliez pas, négligez pas votre propre bien-être. Alors, quand l'adulte transmet à l'enfant des valeurs, des repères, il lui montre le chemin en prenant le temps nécessaire pour l'écouter, le comprendre, dans une attitude aimante et bienveillante, le cerveau affectif et cognitif se développe de façon optimale et l'enfant s'épanouit. Il est empathique, sociable et entreprenant. Alors, ceci nous apporte à la toute fin de notre atelier. S'il y a des parents présents aujourd'hui, on a besoin de vos commentaires. Alors, si vous voulez prendre quelques minutes pour compléter le sondage, Mélanie vient de le partager dans la boîte de discussion. Donc, complétez le sondage, faites-nous part de vos découvertes. Votre participation est essentielle si nous voulons offrir d'autres fonds nécessaires pour des activités du genre. Si vous êtes personnel éducateur, dans les prochains jours, vous allez recevoir un courriel avec une courte évaluation. Alors, vos commentaires sont aussi très importants et utiles. Nous vous remercions à l'avance de remplir l'évaluation. Nous espérons que notre atelier a été profitable pour vous, puis que vous allez poursuivre vos réflexions sur ce sujet. Nous vous souhaitons une belle journée de la famille. Elle n'est pas finie, il y a encore une couple d'heures que vous pouvez profiter. Si vous avez des questions, vous pouvez demeurer dans la salle. Sinon, vous pouvez quitter la salle de discussion en appuyant sur le bouton « Quitter la salle de discussion » au bas de votre écran. On vous remercie d'avoir participé et d'avoir venu. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci de votre participation.